Bonjour à tous, bienvenue dans Quoi de neuf Docteur, votre magazine santé. On évoque aujourd'hui le surpoids et l'obésité qui ne cesse de s'étendre. L'obésité d'ailleurs qui est considérée comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Elle peut néanmoins être prévenue grâce à une meilleure hygiène de vie et traitée de manière efficace. On en parle avec nos deux invités. Pauline Gindra, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître en activité physique adaptée à Nyon. Avec nous également la doctoresse Dominique Durer, bonjour. Bonjour. Interniste généraliste, médecin associé au HUG et vous pratiquez à Vevey. On va commencer avec vous. Peut-être une première chose, une définition. Qu'est-ce qu'on entend par surpoids et qu'est-ce qu'on entend par obésité? Alors la définition de l'OMS, c'est déjà un état chronique et surtout un excès de masse grasse. Pour l'obésité, qui va à long terme, à terme, pouvoir provoquer des problèmes de santé. Ça va dépendre un peu de la quantité et de la localisation en fait de cette masse grasse. Si elle est au niveau sous-cutané ou culotte de cheval chez la femme, ça va être plutôt positif ou en tout cas pas délétère pour la santé. Chez l'homme ou chez la femme à partir de la ménopause, on va avoir une accumulation de graisse plutôt intraviscérale dans le ventre, c'est l'obésité genre pomme, et celle-là va provoquer une résistance à l'insuline et aussi des risques de développer du diabète et des problèmes cardiovasculaires. Mais quelle est la différence entre quelqu'un qui est en surpoids et quelqu'un qui est obèse? Il y a un seuil? Alors, oui, il y a un seuil. On peut soit prendre la définition en fait, de l'excès de graisse, on peut la mesurer, c'est 10 à 20%, c'est normal, c'est quand même, assez large hein, chez l'homme, 20 à 30% chez la femme. À partir de 25% chez l'homme, c'est l'obésité, à partir de 35% chez la femme, c'est l'obésité, mais c'est un peu difficile de mesurer cet excès de masse grasse, donc on emploie souvent l'index de masse corporelle ou Body Mass Index, BMI ou IMC. Et là, 18,5 à 25, c'est considéré la norme. De 25 à 30, c'est le surpoids. Et à partir de 30, c'est l'obésité. Donc pour une femme, par exemple, d'1,65 m, si elle pèse 70 kg, elle sera juste, elle commencera à être en surpoids avec un index de masse corporelle vers 25, un peu plus. Et si elle a 82 kg, elle commencera à être dans l'obésité. Alors vous travaillez toutes les deux avec des jeunes, des adolescents en particulier. Pauline Gindra, vous accueillez ces adolescents dans le cadre de ces cours d'activité physique. Quand vous les recevez, quel constat vous faites en termes de causes liées à l'obésité? Alors déjà, c'est des enfants qui viennent avec la peur au ventre, parce que pour eux, le sport, il y a un côté stigmatisant qu'ils expérimentent à l'école. C'est tout souvent les derniers à être choisis dans les équipes. C'est les derniers à faire les tours de terrain, c'est les derniers partout en fait en sport. Donc quand ils arrivent chez nous, ils ont peur, ils ne sont pas rassurés. Donc on essaie de créer un environnement où ils se sentent en sécurité et où ils peuvent réapprendre le plaisir du mouvement. Et justement, on va aller à la rencontre de deux de ces jeunes qui ont suivi un cours d'activité physique. Ça se passe à Vevey. C'est un sujet signé Joël Brunner avec Andrea Braslepo. C'est dans cette salle de gymnastique d'une école de Vevey que se tient un cours de gymnastique un peu spécial. Un cours adapté aux adolescents en surpoids. Objectif, avoir du plaisir à bouger grâce au jeu et sans compétition. En fait, ça leur sert à comprendre qu'on peut faire du mouvement tout en ayant du plaisir. Et ça ne veut pas dire faire du sport. On peut toujours bouger en faisant autre chose. Chacun peut trouver son propre plaisir dans l'activité physique. Mais avant même de penser au plaisir, il faut d'abord trouver la motivation, celle de se déplacer jusqu'au cours tous les mercredis après-midi. Et les premières fois peuvent être difficiles. Alors le premier jour, quand on joue des nouveaux élèves, c'est un peu comme ça, mais après on a l'habitude et puis après ça va. Après on devient amis, puis c'est très simple. Au début, c'était un peu compliqué de venir parce qu'on m'avait proposé ce cours. Mais après, quand on commence 2-3 fois, je pense qu'on vient plus aisément et c'est plus facile. Tant Marina que Clement exercent une autre activité sportive. Le foot pour elle, le karaté pour lui, à raison d'une fois par semaine. Et quand la motivation est trouvée, les progrès se font naturellement sentir. Oui, j'ai plus de muscles et on va dire je cours mieux. Il y a certaines choses qu'on voit une amélioration, surtout au niveau de l'endurance, de la résistance à l'exercice. Alors oui, je trouve qu'il y a quelques améliorations que ça se fait, cependant que c'est qu'une fois par semaine. Et ça pourrait aussi faire en sorte qu'ils bougent aussi, ils font des mouvements ailleurs et pas uniquement ici. Et ils ont découvert qu'on peut toujours bouger, on peut trouver notre place aussi dans l'activité physique.
Patrick Albertoni souligne également l'avantage de travailler en petits groupes. Les adolescents sont rarement plus de 5 à participer aux cours, permettant ainsi d'adapter les exercices en fonction de leurs besoins. Autrement dit, un programme sur mesure. Voilà, on le voit bien, Pauline Gindra, l'importance de ne pas associer cette activité physique à un sport de compétition. Oui, tout à fait. C'est vrai que ces enfants ont aussi beaucoup de peine à trouver justement un sport, une activité extrascolaire sportive, parce que la plupart des clubs sont orientés compétition. Et c'est vrai que le sport, à la base, c'est aussi, ça fait partie du sport, la compétition, c'est quelque chose de très important. Mais la plupart des clubs mettent ça un peu trop en exergue et ces enfants-là n'arrivent pas à suivre. On va peut-être, Dominique Durer, s'arrêter un instant sur les causes de l'obésité. Quelles sont-elles? Alors, elles sont multifactorielles. Et si on regarde, on parle souvent d'hérédité, ça va compter pour 30% en fait. 70% c'est l'environnement. Donc, l'environnement est beaucoup plus puissant que l'hérédité. L'environnement, c'est par exemple des habitudes. Ça peut être des habitudes, mais ça va bien au-delà. C'est la présence d'aliments, de junk food, 24 heures sur 24. C'est les villes qui ne sont peut-être pas assez bien, disons, qui sont pas très bien faites pour promouvoir l'activité physique. C'est le contenu des aliments industrialisés, c'est les perturbateurs endocriniens, les médicaments qu'on peut prendre. Enfin, il y a plein. En fait, les causes sont multiples. Et puis, il y a encore quelque chose de très important où j'aimerais vraiment appuyer sur l'importance et l'effet délétère de la stigmatisation, comme vient d'en parler Pauline. Parce qu'en fait, la stigmatisation de l'enfant, de l'adolescent, mais aussi de l'adulte obèse, elle est partout. Elle est dans le public, dans la famille, chez les amis, dans les médias, dans les écoles, mais même dans le milieu médical. De la part des médecins, des assistantes médicales, des psychologues, des diététiciennes, et même des spécialistes de l'obésité. Il y a des préjugés. Ils pensent que la personne obèse est paresseuse, qu'elle mange trop, qu'elle bouge pas assez, alors qu'en fait, tout démontre le contraire. La personne qui est déjà obèse n'a plus le contrôle personnel, en fait, de son poids. Et cette stigmatisation peut avoir des effets extrêmement délétères, comme une augmentation de la dépression, des troubles du comportement alimentaire, une diminution de l'activité physique et même l'évitement de la prise en charge par le médecin, parce que ça fait tellement souffrir le patient qu'il ne va pas retourner en fait voir son médecin. Donc c'est très important qu'on puisse faire quelque chose contre cette stigmatisation, et il y a déjà quelques pistes. L'environnement est important, vous nous le dites. Le rôle, évidemment, des parents concernant les enfants qui est extrêmement important. Et puis des éléments de comportement. Pauline Gindra, vous me disiez, l'habitude d'être face à des écrans, la multiplication des écrans, c'est un vrai problème. Oui, en effet, c'est un vrai problème parce que le but pour avoir une hygiène de vie saine, c'est de bouger. Un enfant est censé bouger 60 minutes par jour. On remarque à l'heure actuelle que les enfants, ils rentrent de l'école, ils se mettent devant les écrans. Donc, ils ne bougent pas. Donc, on diminue en fait l'activité physique, ce qui augmente la prise de poids. Donc, si on diminue les écrans, ils vont automatiquement d'eux-mêmes avoir envie de bouger, avoir envie de jouer. Voilà. L'importance de bouger, d'avoir une activité physique. Dans les traitements, Dominique Durer, on parle souvent, quand on parle de surpoids ou d'obésité, des régimes. Et ça, alors, les régimes font grossir. Les régimes font grossir. Les régimes font grossir, c'est paradoxal, mais en effet, vous pouvez perdre du poids relativement facilement ou difficilement, mais pratiquement 98% des personnes vont reprendre du poids, même ceux qui ont l'effet yo-yo. Et après, chaque fois, quand vous allez reprendre du poids, vous allez reprendre plus de graisse. Et quand vous allez perdre du poids, plus le régime est restrictif et plus vous allez perdre de la masse musculaire. Mais alors, quelle solution? Au-delà de l'activité physique, des changements de comportement? C'est très important. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est réapprendre à manger en pleine conscience. Donc, faire attention à ces sensations de faim et de satiété. À la moitié de l'assiette, se demander si on a encore faim. Manger lentement, mâcher, et retrouver le plaisir. Parce que souvent, les enfants, les adolescents et les adultes obèses n'ont plus de plaisir. Ils mangent très vite et quelquefois par réflexe, quelquefois en réponse à des émotions. Il faut travailler en fait tous ces problèmes complexes, mais surtout réapprendre
retrouver ces sensations physiologiques de faim et de satiété et de plaisir. Et j'évoquais le rôle des parents, Pauline Gindra, dans le cadre des cours que vous donnez. Les parents sont impliqués, j'imagine. Et ça fait partie du traitement? Alors, dans les cours extrascolaires qu'on donne, les parents ne sont pas impliqués. Par contre, dans les programmes thérapeutiques, oui, là, la famille globale est impliquée. Les parents ont des cours de nutrition, des cours de motivation, ils ont un soutien psychologique aussi. Donc là, toute la famille est prise en charge, en fait. Et c'est que comme ça qu'on peut faire changer, parce que l'enfant, c'est pas lui qui fait les courses, c'est pas lui qui fait à manger, c'est pas lui qui décide de ce qu'il y a dans les placards. Donc lui, il subit quelque part. Donc éduquer les parents, c'est aider les enfants. Est-ce que c'est juste de dire, Dominique Durer, que dans les cas des enfants où il y a des cas d'obésité ou de surpoids, c'est le cas aussi parfois, peut-être même généralement, chez les parents? Alors c'est vrai qu'on trouve, par exemple, si vous regardez les familles, si les deux parents sont minces, l'enfant n'aura que 10% de risque de devenir obèse. Si un parent est obèse, il aura 40% environ de risque de devenir obèse, et deux parents, c'est 80%. Donc c'est vrai qu'il y a non seulement la part génétique, mais aussi la part du comportement, en fait, à la maison, du style d'alimentation, de l'inactivité physique. C'est clair, c'est aussi un style de vie et il faudra travailler, bien sûr, avec les parents. Naturellement. On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Cette émission est soutenue par le réseau Delta, qui rassemble 600 médecins de famille en Suisse romande.